Il y avait des tas de questions dans les années d'après-guerre sur la cybernétique, l'intelligence des robots, l'intelligence machin, et on avait conclu, le grand vainqueur, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a de nouveau une question sur un match, intelligence artificielle, intelligence collective. Il faut y revenir. C'est quelque chose qui est réouvert comme thème. Puis après, dans le cycle suivant, il y avait une grande question qui était, pour donner un enjeu principal, qui était finalement, qui va être le grand vainqueur de la grande rationalisation du monde que permettent les outils de prévision et les outils de simulation ou autres? Est-ce que c'est l'État là? Et on avait conclu, non, c'est l'entreprise. Et comme je vous disais, l'entreprise va bouger énormément. Et puis, dans le dernier cycle, il y avait l'idée qu'on pouvait faire l'ingénierie de tout, que la société, on pouvait la reconstruire entièrement, la refonder. Et aujourd'hui, il y a un changement complet. Vous avez introduit des termes comme les hackathons, voilà, on voit qu'il y a l'efficacité pour faire bouger les choses, je vais y revenir, par des démarches locales qui est beaucoup plus grande que par les grands plans qui sont définis par en haut. Donc on est dans une sorte de remise en cause de toutes les certitudes dans lesquelles on était auparavant. Transformation numérique. La deuxième grande conclusion de ce rapport, c'était de se poser des questions sur la France, là-dedans, en se disant, est-ce que bien parti, mal parti, etc. Et franchement, je n'aurais pas aimé être amené à dire « Oh là là, on est vraiment très très mauvais », parce que il y a un type de rapport, c'est une posture. Vous faites un rapport, vous avez envie de dire « On est très très mauvais » pour dire « Encore quel mon rapport, parce que ça va tout changer ». Bon, le paysage est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus compliqué de parler de la situation française. Et globalement, il y a quand même beaucoup plus de risques, enfin il y a beaucoup moins de risques, pardon, que d'opportunités en France. Et globalement, quel est le paysage? C'est que si on dit que ce qui caractérise la transformation numérique, c'est d'abord le rôle des personnes qui font la course en tête, alors il faut attacher de l'importance à où en sont les Françaises et les Français comme personnes. Et de ce point de vue-là, les indicateurs qui sont à notre disposition sont bons. Les Françaises et les Français sont peut-être pas top niveau, mais sont vraiment de la partie, quand on regarde les moyennes européennes, on regarde différents indicateurs par rapport au commerce électronique, par rapport aux connexions, par rapport à la vie numérique, etc. Et on voit que, généralement, les Françaises et les Français sont 20 à 30% au-dessus de la moyenne européenne. Et ça, c'est sacrément important. Et il faut continuer à miser là-dessus. Un peu plus de 60% des Français de tous âges, en comptant les tout petits et les vieux, 60%, ont acheté au moins une fois sur Internet. Quand vous regardez les entreprises françaises, 11% des entreprises françaises ont vendu une fois sur Internet. Il n'y a pas assez d'entreprises qui ont des sites Internet, voilà. Mais celles qui en ont, qu'est-ce qu'elles font avec ça? Il y a un bon indicateur par rapport à ça, c'est l'état de la publicité, il y a certains d'entre vous qui travaillent à la com, de la publicité online, qui est un bon indicateur. En France comme ailleurs, c'est bien sûr le segment de marché de la publicité qui progresse le plus vite. Mais au cours des dernières années, il a progressé, je vais vous dire combien, de 3 à 4% par an. L'état du marché de la publicité online. Dans le même temps, en Angleterre, c'est 15%. On n'a pas du tout, et ça c'est un bon indicateur de la dynamique, c'est-à-dire, une fois que vous avez Internet, est-ce que vous en faites quelque chose pour vous développer? Le monde que je connais le mieux dans le monde entrepreneurial, qui est le monde des grandes entreprises, je fais partie de X structures dans ce monde-là, quand j'ai parlé de ça, les gens autour de moi me disaient « Ah ben c'est normal, c'est à cause des petites entreprises ». Alors c'est vrai qu'il y a un problème des petites entreprises en France, qui est que, pour différentes raisons, elles ont un retard en équipement par rapport à d'autres entreprises européennes sur les technologies d'information. Mais quand elles sont équipées, elles se débrouillent plutôt bien. Moi, j'ai creusé dans ce rapport, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bonnes nouvelles qui venaient du monde de la petite entreprise. 3 bonnes nouvelles pour simplifier. Primo, bonne nouvelle du côté des startups. Et c'est vrai qu'en France, à l'heure actuelle, il y a une génération de startups qui est vraiment assez remarquable, qui non seulement nous permet de faire cocorico au moment où il y a le Consumer Electronics Show à Las Vegas, mais je crois qu'il faut essayer de voir ça plus profondément. Moi, la vision que j'ai de ce qu'est la France, c'est que par rapport à d'autres pays, par rapport aux pays anglo-saxons notamment, on est un pays moins évolutionniste, qui ne croit pas de façon continue. On est discontinu dans le monde politique. Tocqueville avait dit que la France était révolutionnaire, mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai en art, c'est vrai dans des X domaines. Il y a des ruptures importantes. Et alors, en matière d'entreprise, c'est vrai. Quand vous regardez les grandes entreprises,
vous pouvez, les grandes entreprises du CAC 40, vous pouvez les dater et voir qu'il y a les grandes entreprises qui viennent de moments très précis. Il y a celles qui sont nées au Second Empire, il y a celles qui sont nées dans les années 1880, il y a celles qui sont nées dans les années 1920. La dernière vague des grandes entreprises qui ont émergé, tiré la croissance en France, c'était dans les années 60 les entreprises de services du type Carrefour, Fnac, Club Med, Deco, etc., qui avaient des points communs qui ont été étudiés par un grand sociologue qui est Michel Crozier, qui avait beaucoup de points communs, qui échappaient au modèle de la grande entreprise industrielle et qui ont tiré la croissance française. Et ça, c'est un modèle qui est, vous voyez, il n'y a qu'à voir les exemples que j'ai cités, beaucoup d'entre elles sont maintenant plus exactement en forme. Et un des problèmes de la France, c'est qu'on n'a plus, pour le moment, la vague qui nous tire en avant. Et l'histoire des startups, il ne faut pas le voir comme une sorte de petit truc exotique, etc. Il faut le voir comme les chances que l'on a d'avoir une vague qui peut nous tirer en avant. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Secondo, ce qui est important, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui naissent chaque année en France, selon les méthodes de calcul, entre 3 et 500 000, ce qui est énorme. Hein. On fait 800 000 bébés en France par an. Si tous les ans, il y avait réellement 300 à 500 000 entreprises qui naissaient viables et qui se développaient, tout le monde terminerait entrepreneur. Ça se rejoindrait comme type de courbe. Seulement, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent, qui ne se développent pas, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui n'innovent pas. On développe une entreprise pour avoir un boulot, mais sans innover. Et aujourd'hui, ce qui se passe, même dans des boulots relativement modestes, de commerce, de prestation de services aux personnes, etc., il y a des gens qui hybrident ça avec du numérique et qui rentrent dans un cycle qui a un cycle différent, un cycle de croissance possible. Et puis, dernier point, sur la base du numérique, il y a toute une gamme de services B2B pour l'entrepreneur, mais qui est remarquable. Vous avez des services qui permettent d'accompagner un entrepreneur qui vise le tout petit entrepreneur en matière de tenue de comptabilité, de contrôle de gestion, d'accès à Internet, de faire des formulaires juridiques standards, de faire des lettres types, etc. Tout ça est pas cher, facile d'emploi, et donc permet d'avoir des entreprises qui croissent et se dire qu'on va pouvoir remettre en route, non pas l'ascenseur social, mais l'ascenseur économique. Ce qui ne va pas en France, c'est le monde des grandes entreprises, des grandes administrations, des grandes structures. Ça, c'est vraiment tout à fait à côté du truc. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de difficultés organisationnelles, parce que dans les différentes pistes dans lesquelles on veut se lancer, j'investis dans des startups, etc. C'est bien sûr extrêmement dur de tenir plusieurs langages, d'avoir des équipes traditionnelles qui gagnent du fric, avec une pression absolument dingue, leur dire un sou, on dépense pas trop, etc. Ah, puis on a investi dans une start-up, là vous avez perdu 17 millions cette année, c'est pas grave les gars, d'avoir deux systèmes de valeurs, c'est impossible dans une entreprise. Donc il y a des tas de facteurs qui rendent ça compliqué, mais le plus difficile, c'est le changement du modèle culturel qui est derrière ça. C'est que le modèle culturel qui s'est forgé depuis X temps dans les mondes des grandes organisations, c'est que l'innovation, le changement et autres, c'est des choses dans lesquelles ce qui doit dominer, c'est une culture de contrôle, une culture de maîtrise de ce qui doit être fait. Et c'était très vrai dans le domaine technologique, dans le domaine informatique. Et aujourd'hui, ce qui doit dominer, c'est une culture de lâcher prise, de façon à pouvoir avoir des entreprises qui soient irriguées par des écosystèmes externes. Il y a des gens qui comparent quelquefois la France à un musée. Ben, regardons ce qui se passe dans les musées. Les musées, généralement, quand on parlait de numérique, c'était uniquement un monde de créer une grande commission avec des conservateurs en chef de musée un peu âgés, etc., qui planchaient dessus, qui faisaient un rapport au bout de 2-3 ans, et ça servait strictement à rien. Et puis, il y a des gens, des copains à moi, qui ont monté un truc qui s'appelle Muséomix, je ne sais pas si certains d'entre vous qui connaissent ça, qui sont des... Il y a plusieurs musées qui participent à cette affaire-là, qui font venir dans un musée donné 60-70 personnes qui viennent hacker le musée pendant un week-end, qui circulent dans le musée pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait faire de la plus-value numérique, qui pendant le week-end développent les outils qui doivent être faits, et le lundi matin ou le mardi matin, s'il ouvre que le mardi, lorsque le public vient, c'est comme ça. Il y a en place les outils numériques. Alors, je peux vous assurer que le personnel, dans ce cas-là, embarque dans le changement de façon considérable. C'est un exemple parmi 100 000 autres, des bonnes pratiques qui doivent être faites de façon, en partant d'expériences de ce genre et d'expériences de terrain. Il y a un changement culturel absolument considérable à accomplir. Je pense que par rapport à la réflexion que vous voulez avoir, il y a différents champs dans lesquels vous voulez vous engager, dont la santé, etc. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte qui sont sacrément importants, qui sont primo, le fait que les rôles disparaissent, que la césure entre le monde de l'entreprise
et le monde des personnes extérieures sont en train de s'affaiblir, change complètement la façon de penser les rapports entre la vie, l'économie, la société, voilà, et ouvre la porte à des nouvelles types d'initiatives dans lesquelles je pense que les femmes sont plutôt, dans pas mal de cas, mieux armées que les hommes. C'est comme ça. Et que par ailleurs, ce point sur lequel j'ai insisté dès le départ, qui est que derrière cette nouvelle grammaire du succès, on peut essayer de tenir, faire un grand écart, de tenir le bout d'un truc très concret et énormément d'ambition, de changement et de transformation. Dans la culture actuelle, il y a beaucoup de dirigeants masculins qui ont du mal avec ça. Je pense que plus il y aura des femmes qui incarneront cette idée-là, plus ça me semble être une manière de faire la trouée, de se comporter et de se situer de façon différente. Souvent, il y a des conditions de sujets qu'il faut faire progresser, et on y reviendra peut-être dans les questions, dont un énorme sujet sur la formation, parce que sur la formation, sur laquelle il y a un besoin considérable, d'une manière générale en France, par rapport à ces questions, à tous les niveaux. Il y a formation dans l'éducation, formation dans les filières spécialisées, formation des responsables de tout type. Moi, je suis allé voir les responsables syndicaux, et pour le moment, ils ne savent pas comment c'est dit les choses. Donc il y a un énorme problème de formation en France. Mais dans ce problème de formation, il y a un déficit de participation des femmes aux formations numériques extrêmement important. Pendant X années, il y avait une sorte de parallélisme entre ce qui se passait dans les formations scientifiques et techniques et ce qui se passait sur les formations aux technologies de l'information. C'est-à-dire, il y avait une progression lente qui se faisait, qui faisait qu'on allait peu à peu vers un équilibre meilleur homme-femme. Et puis, vers la fin des années 80, alors que la progression de la participation féminine a continué dans le domaine scientifique et technique en général, concernant les technologies de l'information, c'était le contraire. Il y a eu une sorte de baisse des participations féminines, comme si l'arrivée des ordinateurs dans les maisons, dans les foyers, avait été appropriée avec les jeux vidéo, etc., par les petits garçons, et était devenue comme ça une culture masculine. Et donc, dans les choix d'études, dans les filières, etc., il y a eu une désertion assez importante à partir de la fin des années 90 des jeunes filles par rapport au numérique. Et ça, il faut absolument changer ça. Et on pourra reprendre aussi des questions peut-être plus fondamentales sur ce que c'est que l'intelligence, je vous ai parlé plusieurs fois d'intelligence collective, etc. Est-ce que cette vieille question qui a traversé le mouvement féministe sur les différences de formes d'intelligence, hommes, femmes, etc., prennent des façons de raisonner nouvelles au regard de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, puisqu'il faut savoir, juste pour vous allécher, on y reviendra dans les questions, que lorsque Turing, l'inventeur de l'ordinateur, dit à terme, les ordinateurs vont battre les humains. Pourquoi? Parce que Turing, qui est quelqu'un qui a une vie très particulière, dont je vous parlerai, il pensait que les humains étaient dotés d'une demi-intelligence. Il y avait l'intelligence des hommes, l'intelligence des femmes, et que les ordinateurs, ils allaient être transverses, plus forts. Ben, fondamentalement, c'était ça sa pensée. Donc le problème, c'est de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans son idée. Voilà. Merci beaucoup.